Bonjour. Alors, suite à une demande vraiment croissante, de demande de conseil de beaucoup d'élus de la Seine-Maritime sur leurs églises, le CAIE a décidé de réaliser un guide d'entretien de ces édifices cultuels. Pourquoi ce guide ? Parce qu'en fait, force était de constater que bon nombre de travaux de réparation, de restauration, des grosses, vraiment des très grosses réparations étaient nécessaires suite à un manque d'entretien et un manque de surveillance de ces édifices, de ces bâtiments particuliers. Alors, effectivement, en tout cas dans notre département, mais on est à peu près sur les mêmes ordres d'idées dans le Calvados, la grosse part d'églises ont été édifiées avant 1905, et donc elles appartiennent aux collectivités. Et effectivement, comme bâtiment recevant du public, effectivement, ce sont des ERP 5e catégorie pour leur plus grande partie. Alors, un petit constat. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Je suis appelée par un élu parce qu'il ne comprend pas. Il y a des grosses taches sur un mur de son église au milieu. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'en haut, apparemment. Ça vient pas d'en bas, c'est pas par capillarité, et il a peur parce que bien évidemment il y a une petite sculpture en bois à côté, et donc bois et humidité, ça fait toujours un petit peu peur. Donc apparemment ça faisait quelques mois que cette tache grossissait, et puis au fur et à mesure que l'hiver avançait, la tache devenait de plus en plus importante. Donc voilà, j'arrive à l'intérieur, donc c'est pour ça la photo n'est pas très bonne. Et puis en fait, je lui dis, bon, on va voir ce qui se passe à l'extérieur. Et voilà ce qui se passe à l'extérieur, c'est que tout simplement, il manquait un morceau de gouttière. Et en fait, bien, les élus, l'élu n'a pas eu le réflexe de regarder à l'extérieur. La tâche était à l'intérieur. Et tout simplement, c'est symptomatique de ce qui se passe, hein, c'est que ces bâtiments demandent une surveillance particulière parce que beaucoup, en fait, ne sont quasiment plus utilisés. Il y a parfois 1 ou 2 messes dans l'année, parfois un baptême, mais ce sont des édifices en tout cas, peu visités. Alors, comment entretenir ces vieilles dames qui ont des architectures bien particulières et surtout des systèmes constructifs très anciens. Et effectivement, on ne peut pas vraiment comparer ces ERP avec la salle polyvalente ou l'école, mais ça reste un bâtiment appartenant à la commune. Alors, première chose, nous, ce que l'on propose, c'est déjà d'identifier une personne référente qui va organiser en fait tout ce suivi d'entretien. Donc, cette personne, elle va organiser ou réalise les observations. Elle va commanditer les différents besoins en entretien. Elle pourra aussi tenir en fait le carnet de suivi que l'on a proposé ici, et puis la fameuse gestion des clés. Cette personne, en fait, elle ne peut pas faire une bonne observation si elle n'a pas les clés. On peut toujours faire les observations extérieures, mais les observations doivent effectivement être assurées à l'intérieur de l'édifice également. Alors, première petite définition quand même, parce que la grosse difficulté que nous avons eue, c'était sur la notion d'entretien. Mais c'est quoi l'entretien ? Eh bien, en fait, dans la langue française, en tous les cas, l'entretien revêt plusieurs définitions. Alors nous, voilà ce que nous avons décidé avec les élus, c'est que
l'entretien, ce que j'appelle l'entretien courant, grosso modo, c'est le ménage, le dépoussiérage. C'est l'affectataire qui en est en charge, normalement, en tous les cas, dans les textes. Et le propriétaire, la commune, lui, a en charge les travaux d'entretien. Donc voilà, donc deux notions un petit peu différentes. Alors, dans la pratique, on sait très bien que parfois, c'est le personnel communal qui entretient les églises. Et parfois, en fait, ce sont soit des associations, soit des paroissiens et des paroissiennes qui réalisent l'entretien courant. Alors, ces deux documents. Donc, le premier, qui est le guide. En fait, le guide, c'est principalement un document pour connaître les principales pathologies et puis avoir une espèce de connaissance globale du fonctionnement de ces édifices. Alors, par exemple, là, c'est la gestion des eaux pluviales. En fait, le problème de l'humidité, c'est le problème numéro 1 de ces édifices. Eh bien, l'humidité, elle vient un peu de partout. Donc là, elle vient notamment de la pluie. Donc, on l'a vu, parfois il manque un bout de gouttière, parfois c'est une gouttière qui est percée. Mais l'humidité, ça peut être aussi des végétaux qui poussent au niveau d'un petit joint creux, puisqu'évidemment, c'était des joints à l'origine à forte teneur en sable. Et donc, en fait, différents végétaux, et puis avec l'arrivée d'un oiseau qui jette une petite graine, et voilà. On a des végétaux qui peuvent pousser en hauteur, mais aussi les végétaux qui peuvent qui peuvent pousser aussi dans les chéneaux. Vous voyez l'image au milieu, en bas, ce sont des végétaux qui poussent dans un chéneau. Donc parfois des gouttières qui sont détachées, des gouttières évidemment qui sont bouchées. Et il faut aussi regarder au niveau des regards, parce que parfois c'est avec la boue, en fonction des épisodes climatiques, certains regards peuvent être bouchés. Et donc créer des problèmes d'humidité dans ces bâtiments. Donc en fait, c'est grosso modo comme une espèce de checklist, hein, en fait, une liste de choses à faire, excusez-moi, en français, les choses à faire et à observer. Et en fait, ce que l'on a proposé, c'est ce tableur, en fait, ce tableau, qui permet en fait de vérifier, parce que une personne peut prendre le relais d'une autre personne pour l'observation. Et puis, ça permet aussi d'avoir un pense-bête sur la fréquence de certains contrôles. Donc, par exemple, parce que souvent on dit « Oh, ben, j'y suis allée il n'y a pas longtemps, j'ai vérifié ». Puis en fait, on s'aperçoit que ça fait bientôt 1 an qu'on n'a pas vérifié les regards des eaux pluviales. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement pour vérifier qu'on n'oublie pas certaines choses qui finissent par revenir fréquemment. Alors, le carnet de suivi. L'idée, c'est de faire le tour de l'édifice à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, bien évidemment, il faut pouvoir rentrer à l'intérieur de l'édifice. Donc, bien évidemment, il y a un lien à avoir avec l'affectataire. Ça, c'est évident. Effectivement, pendant très longtemps, les curés, puisqu'ils faisaient des messes très régulières, eh bien, l'observation se faisait. Le curé pouvait aller voir le maire en disant là, il y a un souci, il y a un problème d'humidité. Quand les offices sont moins nombreux et puis que les églises sont peu ou pas ouvertes, il est nécessaire vraiment d'indiquer une personne qui va faire toutes ces observations. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Donc on a mis en fait des petits symboles.
Bon, le balai, c'est pour le ménage. L'œil, bien évidemment, c'est l'observation. Et puis, vous avez vous avez un bonhomme avec un casque. Là, ça veut dire qu'il faut faire appel à un entrepreneur. Parce que aussi, la réglementation du travail a aussi changé. Avant, l'employé municipal pouvait déboucher des gouttières en hauteur. Maintenant, il y a l'interdiction en fait de monter à l'échelle, et donc il faut faire appel à une entreprise habilitée pour faire ce type d'observation et aussi du coup pour nettoyer les gouttières. Alors ça, c'est le premier point. Eh bien, quand il y a l'entretien qui est fait très régulièrement, c'est-à-dire que les travaux de réparation sont réalisés au moment du problème, par exemple, bon là, le clocher commence à être un petit peu malade, donc vous voyez, il manque un certain nombre d'ardoises. Il est évident que plus tôt on interviendra sur des petites réparations en réintégrant, en fait, en remettant en place les ardoises, moins on risque de créer des pathologies au niveau de la charpente du clocher. Eh bien, on a la même chose sur les vitraux, parce que les vitraux, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, non seulement la pluie peut rentrer quand il y a eu un impact, mais aussi des volatiles, et qui peuvent aussi créer des dégâts à l'intérieur de l'édifice. Où là, par exemple, encore, on voit il y a un manque, enfin voilà, il y a des briques lacunaires à l'angle. Là, ça, c'est intéressant de pouvoir intervenir assez rapidement avant d'avoir de plus gros problèmes. Alors, attention aux travaux qui peuvent en cacher d'autres. Vous voyez, autant je vous ai dit, on peut intervenir sur des travaux de réparation, c'est-à-dire qu'il manque quelques ardoises. On peut le faire directement, soit dans le cadre d'un contrat d'entretien avec une entreprise de couverture, ou bien en faisant intervenir un couvreur lorsqu'il y a besoin. Là, lorsqu'il faut changer une toiture complète, nous, on conseille de faire appel à une compétence et de réaliser un diagnostic. Pourquoi ? Vous voyez, là, ici, en fait, c'est ce qui a vraiment fait la bascule lorsqu'avec ma collègue, on a élaboré ce petit guide. Pour nous, un changement de toiture, effectivement, peut-être qu'il faut faire directement appel à une entreprise. Et puis, on a eu cet élu qui nous a appelés en urgence. Voilà, il avait mis plus de 5 ans pour mettre de l'argent de côté pour refaire sa toiture, la toiture du clocher de sa petite chapelle. Il engage les travaux. Et là, l'entreprise, en fait, en retirant les lithos, retire la charpente qui est complètement pourrie, en fait, en dessous. Et là, c'est le drame parce que la commune, autant elle a son budget pour changer la toiture, mais elle n'a pas prévu de budget pour la charpente. Et donc, du coup, cette petite chapelle est aujourd'hui recouverte d'une bâche. Et ça fait plus de 2 ans maintenant qu'elle est dans cet état, parce que il faut trouver des fonds, des aides, et revoir un petit peu comment dirais-je, le courant des travaux à réaliser sur l'ensemble de la commune, parce que évidemment l'église, c'est pas le seul édifice, pour pouvoir en fait faire les travaux de changement de toiture qui étaient prévus. Mais il n'y a pas que ça. Voyez-vous, ça je l'ai vu, et c'est dans un monument historique, du placo qui a été installé à la place de plâtre traditionnel. Et puis comme ça commençait à pas se passer très bien, en fait, ils ont installé des ventilations, voyez-vous, en PVC, très esthétiques. Donc attention aux travaux de réparation, c'est vraiment des réparations très ponctuelles.
Là encore, sur la photo du milieu, en fait, il a été réalisé des joints en ciment, hein, bien gras, qui changent complètement l'esthétique du bâtiment d'origine. Et puis, en fait, sur la grande photo également, bien évidemment, en fait, il y a l'enduit chaud sable qui avait bien été usé certainement par rapport à un problème à l'origine de toiture et puis sans gouttière qui a fait que le pied de mur s'est retrouvé vraiment abîmé par l'eau de pluie. Et puis, tout simplement, on a réparé avec un enduit suivant au niveau du pied de mur. Ce qui se passe, c'est que du reste, le reste de l'enduit finit par être de plus en plus malade parce qu'on renvoie le problème un peu plus loin. Et donc là, ici, on commençait à avoir des problèmes d'humidité au niveau des boiseries intérieures. Et puis, certains pourront trouver cela puriste, mais il est une toiture avec une finition à lignolet donc sur votre droite, c'est pas tout à fait la même chose qu'avec des rives. Donc, pour toutes ces raisons, ah oui, alors il y a ça aussi. Moi j'ai une pauvre église qui s'est retrouvée avec un enduit égal au pavillon un peu plus loin. Et puis sur une seule face, bien évidemment. Puis de l'autre côté, on a l'enduit d'origine sur la façade. Ça vous fait sourire, mais ça fait vraiment mal au cœur. Parce que en plus, les élus ont cru bien faire. En fait, c'est ça en plus. Donc, il y a vraiment un gros travail de pédagogie. Et puis on y va doucement. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons réalisé cette brochure pour éviter, si possible, tout ça. Et donc, à part ces petits travaux, donc les tout petits travaux de réparation, ce que nous préconisons, c'est de faire appel à un architecte, voilà, avec une mission diagnostique qui permet en fait de brosser l'ensemble des petites pathologies ou des grosses pathologies, d'avoir une vision d'ensemble et de pouvoir échelonner en fait dans le temps les travaux et de réaliser les travaux d'urgence et puis un peu plus tard, sur 10, 15, 20 ans, échelonner les différents travaux, demander des aides, faire des actions avec la Fondation du patrimoine, par exemple. Et donc, ça permet en fait de maîtriser les travaux et en tout cas le budget sur ce type d'édifice. Voilà. Donc, que ce soit des travaux de réfection, de restauration et de mise en valeur, nous conseillons une maîtrise d'œuvre. C'est pareil pour la mise en accessibilité. On parlait d'établissements recevant du public. En tant que RP, on doit pouvoir aussi assurer, en tout cas, mettre en conformité ces édifices par rapport à l'accessibilité. Et donc cette maîtrise d'œuvre compétente, je n'étais pas là en tout début de matinée, mais c'est évidemment un architecte en chef des monuments historiques lorsqu'on a affaire à un monument à un MH. Et puis, sinon, ça c'est tout à fait possible, faire appel à un architecte du patrimoine pour les édifices, surtout les édifices anciens comme ça. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment vous allez diffuser cette brochure dans chacune des mairies avant les élections ? Non, mais très sérieusement. Hein, est-ce que vous avez un projet pour ça ? Alors, le CAUE, on le connaît, mais en fait, qui vraiment, dans les communes, va vous chercher ? C'est vraiment une question. Hein.
Alors, cette brochure, ça fait plus de 2 ans qu'elle est sortie. Donc, nous avons fait une action. Alors, je suis du CAE de la Seine-Maritime. Donc, c'était vraiment une demande aussi du département, hein, parce que c'est quand même le département qui est le premier financeur des communes pour ces édifices. C'était l'un des plus gros budgets en fait du département en termes de travaux. C'était sur les églises, en tous les cas dans le département de la Seine-Maritime. Donc il y a plus de 2 ans, nous avions donc réalisé cette plaquette. Nous avons fait 5 réunions publiques, 5 réunions en invitant les élus. Voilà, nous avions, en fait, c'est l'ADM 76 qui avait fait le relais. Et donc, j'ai fait le compte, j'ai vu sur ces 5 réunions à laquelle, en fait, Monseigneur Lebrun faisait partie, intervenait également, puisqu'il y avait aussi qui était responsable de quoi. Et puis, l'objectif aussi, c'est de faire vivre ces édifices aussi. Hein, donc, on était un peu dans la même démarche. Et donc, alors je sais plus, j'ai réussi à toucher environ 200 élus, voilà, sur ces 5 réunions, et puis à peu près une soixantaine d'associations, une soixantaine de personnes du monde associatif, donc certainement beaucoup moins d'associations. Voilà. Et puis, on a le projet, en fait, de faire on a le projet. On a déjà dans nos cartons des modules de formation auprès des élus. Et donc, c'est quelque chose que l'on souhaiterait développer à partir de l'automne l'année prochaine. En tout cas, sur notre territoire, sur le département de la Seine-Maritime. Voilà. Donc, si je peux compléter pour la partie Calvados, donc le CAE 76 est très inspirant pour notre problématique d'église. Donc, on s'était dit, quand on a vu le document, on s'est dit, on va pas réinventer l'eau chaude, hein, on va aller avec leur accord pouvoir bénéficier de ce guide. Donc, l'idée est bien entendu de le diffuser via le CAE, via également nos accompagnements nous de terrain, puisqu'en tant que CAOA et puis en accompagnement sur le patrimoine non protégé, on est régulièrement aussi sollicité par les propriétaires, et donc on aura toujours un petit stock pour diffuser. Je pense qu'en fait, l'envoi en masse à toutes les communes ne donnerait pas grand-chose, si ce n'est qu'être mis dans un coin parmi l'ensemble des courriers qu'ils peuvent avoir. Mais par contre, ce document-là, le transmettre de mano à mano et d'expliquer comment il fonctionne, ou aux associations qui ont ce projet, pour moi, aura plus de sens. Donc on va voir, on aura un retour d'expérience. Et je trouve très intéressant également votre proposition de formation auprès des élus. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose qu'on pourra co-construire avec le CAE du Calvados, peut-être à voir. C'est des idées en tout cas. Merci pour cette présentation. Je voudrais juste ajouter, il y a formation auprès des élus, mais aussi auprès des affectataires et des gens qui nettoient les églises. Parce que j'ai trop souvent vu des personnes qui nettoyaient des murs à la javel, ils croyaient bien faire, et puis vous savez, voilà. Donc il y a ce point-là aussi à suivre. Alors c'est un point que l'on avait développé. Donc, nous avons travaillé évidemment avec les services du département. Et donc, pour chacun, vous voyez, on a fait un petit chapitre sur le mobilier. Bien évidemment aussi, alors là, ce n'est pas dans le cadre de la sécurité contre le vol ou la sécurité incendie. C'est la mise en sécurité, en fait, du mobilier lors d'un chantier. Voilà.
Donc ça aussi, on l'a abordé. Bon, alors pour la petite histoire, on faisait un petit encart sur les objets parce que normalement le département avait le projet de réaliser le pendant de ce document sur le mobilier. Mais bon, il n'a pas été fait, donc voilà. En fait, c'est Lise, et comme elle est partie, je ne sais pas trop. Après, Voilà. on en avait discuté ensemble au téléphone, et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse aussi. Si on peut travailler ensemble là-dessus, je pense que ce serait très utile pour tout le monde. Réalisé aussi avec la commission d'art sacré, avec monsieur Padeloup. Oui, mais en fait, je pense que c'est monsieur Padeloup qui a dû reprendre le relais. Voilà. Donc voilà. En fait, ce document a été vraiment travaillé, donc effectivement avec nous, notre ABF, d'une part quand même, avec la commission d'art sacré, avec le département, voilà. Et puis aussi. Bon, c'est pas un détail, mais Monseigneur Lebrun nous l'a validé, a validé et fait également le contenu. Voilà. Et en fait, ça a été distribué à tous les curés de Seine-Marie, enfin de paroisse. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur de Sèze. Oui, bonjour. Je voudrais attirer l'attention actuellement sur un problème qui commence à être un peu problématique, c'est un lapsus, récurrent dans la région. C'est le problème d'apparition des champignons et de la mérule, entre autres pour le mobilier, parce que d'expérience, j'ai pu constater que lorsque l'on fait appel à des spécialistes de mérule, ils ont des règles très très strictes au niveau de l'approche du traitement des bois. Ils demandent que tout soit brûlé à 1 mètre, 1 mètre 50 à partir du dernier point de spore de mérule. Et j'ai vu des stalles de cœur magnifiques dont qui n'ont pas pu être sauvegardées parce que les élus, devant la palémique que leur a occasionné l'expert, ont tout brûlé dans les 15 jours avec la peur de transporter ça dans d'autres lieux pour transporter la mérule ailleurs. C'est quand même un problème extrêmement problématique parce que lorsque l'on voit apparaître un peu de mérule sous des bancs en sapin et que les stalles ou que les bancs eux-mêmes sont en chêne, je pense qu'une réflexion de professionnels devrait être rassemblée pour éviter ce type de chirurgie mortifère. Alors, jusqu'à là, il y a 10 jours. On est en plein dedans. Alors, en fait, le problème, c'est quel risque à terme. Moi, j'entends, hein, il y a 10 jours, donc on a été appelés, donc je me suis déplacée. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une mérule, parce que vous parlez de mérule, mais il y a d'autres champignons. Donc la première chose, c'est de savoir, c'est d'identifier. Alors effectivement, nous, ce que l'on propose, de toute façon, c'est toujours de faire un diagnostic global, etc. Sauf qu'on peut travailler aussi, j'appelle ça en temps masqué, c'est-à-dire que nous, on a la chance, on a un expert en mérule, et donc l'objectif, de toute façon, la première des choses, c'est vérifier, c'est de savoir au plus tôt à qui on a affaire. Donc ça, c'est la première chose. Il faut déjà savoir si c'est une mérule ou autre chose. Et dans tous les cas, après, nommer aussi un architecte pour qu'il donne aussi une solution architecturale et pas purement technique.
Néanmoins, voilà, je voulais revenir sur l'histoire des clés. Heureusement que le maire avait les clés de l'église et de la sacristie, parce que en fait, ce champignon-là a été découvert dans la sacristie. Bon, l'église a d'autres pathologies. Moi, j'ai montré du doigt en fait un certain nombre de choses, et on a fini avec, excusez-moi, la cerise sur le gâteau. C'était une bonne partie de la sacristie qui est déjà bien abîmée par un champignon. Alors, le problème, c'est que la mérule, elle revêt différents aspects suivant son évolution et suivant le type de bois aussi. Voilà. Et puis, en fonction des insectes qui travaillent avec la mérule, parce que évidemment, la mérule a aussi des petits copains. Donc, en fonction de tout ça, c'est très difficile de prendre le risque de passer à côté d'une mérule, de tergiverser et d'attendre le stade suivant pour vérifier que c'est bien une mérule. Voilà, donc nous, on a pris le parti de faire appel, en tout cas de préconiser de faire appel à un expert qui au moins va faire un prélèvement et on va savoir exactement ce que c'est. Et comme ça, l'architecte qui va être nommé souvent 6 semaines après, c'est un minimum 6 semaines puisqu'on est dans le code de la commande publique, c'est la commande publique puisque c'est un établissement, c'est un bâtiment public. Ça permet d'avoir des éléments de diagnostic en plus de l'architecte. Voilà. Donc je comprends, hein, moi je sais qu'il y a comment dirais-je, des opérations que vous qualifiez de mortifères. Hein, c'est effectivement quand on retire 1 mètre, mais dans les 3 dimensions. Donc il faut voir aussi dans l'autre sens. Ça fait mal au cœur. Mais on a eu un cas sur une autre église où on n'a pas fait le prélèvement tout de suite. On a mis du temps à nommer un architecte et puis la mérule a eu le temps de faire son œuvre. Donc voilà. Oui, je voudrais juste rajouter un tout petit point, c'est que même si la mérule peut se développer bien souvent relativement lentement, elle peut se développer brutalement et à une vitesse énorme, même en l'espace d'une semaine. Et là, c'est la panique. Et donc, à ce moment-là, toutes les procédures sont difficiles à rassembler. Oui, alors c'est pour ça qu'en fait, on fait appel, on propose de faire appel à un expert qui fait un prélèvement dans les 2 jours et en moins d'une semaine, on a la réponse. Oui, bonjour. C'est un témoignage, disons, que j'ai découvert dans mes bâtiments communaux, enfin des bâtiments, et il y avait des champignons, donc je pense que c'est la mérule, et au lieu de faire venir un expert, j'ai essayé de le brûler, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai pensé à de mettre du sel d'adoucisseur sur les champignons. Et au bout de 8 jours, ils sont devenus tout marrons. Depuis 2 ans, je n'en ai plus parce que j'ai mis du sel d'adoucisseur aux endroits où il y avait des champignons. Alors, le problème, c'est que la mérule, en fait, elle est stagnante. C'est-à-dire que peut-être que l'action que vous avez faite, si c'est une mérule, déjà, d'une part, ça a pu cantonner, en fait, une partie de l'inflorescence, mais en fait, elle a des éléments qui traversent. Et ces éléments-là peuvent se réveiller, alors peut-être dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. En fait, c'est ça la difficulté. C'est pour cette raison qu'on on sort l'artillerie lourde lorsqu'on a affaire à une mérule, parce que c'est quand même très, très compliqué à cantonner. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner.